Et donc, Alexandre Jardin nous a rejoint. J'écoutais ce matin Dimitri Pavlenko à 6h40 et il disait, en résumé, les frontières, c'est méchant pour les migrants, mais pas pour la bagnole du pauvre qui se rend dans la grande ville. On s'étonnera ensuite que les gens se révoltent parce qu'ils se sentent humiliés. Il parlait du ZDF. Bravo, Alexandre. Moi, je vous applaudis. Bravo, parce que c'est grâce à vous. Vraiment, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas un député, ce n'est pas un ministre, c'est vous. Et c'est vous qui avez ça. Alors nous, on a donné effectivement, on vous a donné, comment dire, une tribune, bien sûr. Mais c'est vous. C'est vous. Alors, non. Non, parce qu'il y a eu un député qui s'est battu, mais comme un chien, à l'intérieur de l'Assemblée, c'est Pierre Meurin. Et le week-end dernier, il y a Anne-Laure Blin. Qui est ce député ? Il est député de quel RN, Meurin, et Anne-Laure Blin, LR. Le gouvernement était en train de retourner les LR, et elle a pris son bâton. Elle en a embarqué 100. On a publié une tribune dans le Figaro. Elle a fait le boulot. Et hier, le peuple a gagné. Ouais. Mais pourquoi le peuple a gagné. C'est-à-dire qu'il y a 8 Français sur 10 qui ne voulaient pas en entendre parler. Il y a eu 1 an de campagne qui a commencé ici. Le jour où vous m'avez appelé, j'avais fait un tweet. Il y avait 500 000 personnes qui avaient réagi. Et puis tout à coup, il y a eu les motards en colère, les manifs, les trucs. On a embarqué le pays. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le peuple peut gagner. Le peuple peut gagner. Ça veut dire qu'il y a une bascule qui a eu lieu hier. Ça veut dire que si la société se prend en main, on arrive à embarquer les politiques. La preuve, c'est hier. On a gagné. Les ZFE ne vireront pas les pauvres des villes. Tout à coup, les riches dans les villes n'auront pas un air plus pur parce qu'ils auront viré les pauvres. Le tri humain n'aura pas lieu. On va rester un pays républicain. Il n'y aura pas de rupture d'égalité. C'est-à-dire, nos grands principes, le peuple ne transige pas. Et on va écouter Agnès Pannier-Runacher, que vous aviez rencontrée, qui a un côté Marie-Antoinette. C'est vraiment qui mange de la brioche, quoi. Je vous assure, c'est insupportable. À chaque fois que j'entends Agnès Pannier-Runacher, elle est caricaturale de quelqu'un déconnecté de la société française, qui, elle, explique que c'est pas fini, que le Conseil constitutionnel, parce qu'elle voit ça de son point de vue. Ouais. C'est vraiment Marie-Antoinette. Donc écoutez... le fait que c'est pas fini, elle a raison en l'occurrence. Non, oui, mais peut-être. En fait, ce qu'elle devrait dire, c'est ça. En fait, c'est une mesure anti-pauvre. Et c'est en cela que je fais la comparaison avec Marie-Antoinette, qui mange de la brioche s'ils n'ont pas de pain. Écoutez ce qu'elle dit, Madame Pannier-Runacher. Mais là, on est pris en otage sur des amendements qui n'ont rien à voir avec de la simplification et on vend du rêve aux Français. On a des espèces de victoires, de fausses postures politiques et ce qu'on met en scène, c'est l'impuissance politique. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand le Conseil constitutionnel rendra son avis et probablement reviendra complètement ou partiellement sur des amendements dont on sait qu'ils ne sont pas constitutionnels. Moi, je pense que les députés doivent aujourd'hui assumer leur rôle de légiférer et le faire en respectant la Constitution. Vous l'aviez rencontrée, vous aviez dit qu'elle n'était même pas au courant du prix d'une voiture qu'à 10 ans ou 15 ans. Je crois que c'était ce que vous nous aviez rapporté. Je lui avais demandé si elle avait mesuré combien d'argent les gens perdaient, puisque les voitures classe 3 et 4 n'étaient plus vendables, avec une décote effrayante. Et elle m'a dit, elle a décroché le téléphone et elle s'est renseignée devant moi en appelant un grossiste. Et à la fin, je lui ai dit, c'est tellement moche de se foutre de 44 milliards qui appartiennent aux classes populaires. Vous ne l'avez même pas calculé. Je vais être très désagréable, je vais le raconter partout. Je n'accepte pas l'indécence, la violence sociale. Donc ça ne s'était pas très bien passé. Et ce que je voudrais dire, c'est que si le Conseil constitutionnel avait l'idée de défier la nation, de défier la démocratie, parce que c'est le Parlement qui, en deuxième lecture, il y a une commission mixte paritaire qui a voté, il y a eu un vote en première lecture. Si le Conseil constitutionnel attaque la nation, on va riposter. Parce qu'à un moment donné, on doit défendre le peuple. Je veux dire, et je vais expliquer comment. Parce que dans un mois, je reviendrai et nous aurons une infrastructure référendaire pour faire voter les Français parallèle à l'État. Ils pourront voter sur des référendums avec leur carte d'identité. Et on va lancer maintenant un nouveau combat parce que cette histoire de taxes sur le diesel, les gens qui nous écoutent là en ce moment, je parlais avec une dame
ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer. Les artisans ne peuvent pas payer. Or, nous avons un plan. Si on arrête de distribuer 12 milliards aux éoliennes, 7 milliards en subventions directes, plus 5 en subventions indirectes, et qu'on affecte ces 12 milliards pour passer la crise, pour passer la guerre, on peut garantir à notre nation, à notre monde économique, une baisse de 40 centimes pendant 9 mois. Je dis 9 mois, et on ne compte pas tout ce qui est donné en plus de manière invisible pour stabiliser le réseau. Donc, les éoliennes est un scandale français. Oui, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui, mais on gueule. La PPE est un scandale français. Sébastien Lecornu l'a fait passer. Tout ça est un scandale français. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils n'ont pas voté la censure. Les LR n'ont pas voté la censure du PPE. Le RN l'a voté, les LR se sont couchés. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'où la discussion qu'on avait hier avec Jean-François Copé. Dans un mois, Pascal, s'ils ne font rien, s'ils plantent notre nation, on lancera nos référendums avec notre structure. Bon, on peut parler quand même de la façon avec laquelle ça s'est fait. Thomas Bonnet. Une fois n'est pas coutume. Alors, le Cavalier, est-ce que d'abord, l'analyse constitutionnelle... L'extrait que vous avez diffusé de Mme Pannier-Runacher a la raison. C'est-à-dire que le texte, initialement, parle de la simplification économique et un amendement a été ajouté qui n'a pas de rapport avec le texte initialement. Il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel va le rejeter. Je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, mais les députés auraient dû, sans doute, à mon sens, faire une loi séparée uniquement sur les ZFE pour les annuler, parce que, objectivement, on trouve tous que c'est une mauvaise idée. Il y a également 3 membres du Conseil constitutionnel qui ont voté les ZFE, qui sont partie prenante. Donc, à un moment, ça suffit. Attendez, je comprends. Ça veut dire quoi? Ils ont voté les ZFE. Anciens parlementaires. Donc, à un moment... Ah oui, donc voilà, j'ai compris. Donc ils ont voté et maintenant ils sont membres du Conseil constitutionnel. Ah oui, donc ils sont partie prenante. Oui, ils sont partie prenante. Le Conseil constitutionnel ne juge pas le fond. Donc à un moment... Mais non, mais c'est Macron qui suffit d'attaquer le peuple. Et oui, mais c'est Emmanuel Macron qui met ses copains, ses copains partout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et on place partout et on verrouille tout et on peut rien faire. Il y a aussi les LR. Ne va pas se prononcer sur le bien fondé de la mesure. Il va dire... C'est un cavalier législatif. Il fait de la politique. D'accord. Mais là, en l'occurrence, je crois pas. Là, je ne crois pas. Il va dire cet article n'a rien à voir avec le reste de la loi, donc on va le rejeter. Donc, ce qu'il n'aurait pas fallu s'y prendre autrement. C'est-à-dire une loi séparée. Non, mais il a à la fois raison, mais en fait, ils te le font à l'envers en permanence. Ils le font à l'envers. Ils te le font à l'envers en permanence. Voilà. C'est ça la vérité. Ils te le font à l'envers. Bon, donc 2027 sera. Parce que ça peut rentrer dans une mesure de. Excusez-moi, la suppression des ZFE, ça peut être une mesure de simplification. À partir du 15 mai, s'ils attaquent la nation, un référendum sera lancé. Et les Français pourront voter avec leur carte d'identité. Oui, mais vous savez, attaquer l'État, c'est compliqué. Vous savez... Mais moi, le peuple est en train de gagner. Il a gagné hier. Je vais vous dire, Alexandre, pour moi, la fracture, ça a été le Covid. Les Français, ils acceptent tout. J'ai compris ce jour-là qu'ils acceptaient tout. Mais non, on les a remontés. Oui, avec les ZFE, on a gagné. Et ils le savent, croyez-moi, ceux qui dirigent. Parce qu'ils se taisent, comme ils se planquent, comme le cornuta, et puis en loose day, ils font passer des trucs, etc. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui nomme tous ses pageants un petit peu partout, ses amis, etc., pour tout verrouiller. Le système, il est là. L'État profond, il se met en place. Donc ça va être très très difficile de changer les choses. Ça s'appelle un combat démocratique. Oui, mais c'est pour la démocratie. Vous avez en face, eux, c'est leur place, c'est leur vie qui joue. Ils savent rien faire d'autre. Hein. Oui, eh bien, ils jouent leur vie, donc vous avez en face de vous des très durs. Hein. Ne vous y trompez pas. Hein. Mais on ne peut même pas perquisitionner, on ne peut même pas voir comment ça se passe à l'Élysée, paraît-il. Donc, Pascal, hier, c'était impossible. Oui, je suis d'accord. Et c'était impossible. Je suis d'accord. Ils étaient en train de retourner un certain nombre de députés. Bon, le carburant. Et le peuple a gagné. Bon, et alors, vous êtes là aussi pour parler de la lecture. Ça m'intéresse beaucoup parce que vous avez vu cette information, qui est terrible d'ailleurs. Les gosses, alors ça, c'est pour vous aussi. Ah ouais. Là, je vais vous dire exactement l'information. Tragique. Les jeunes et la lecture, c'est le Centre national du livre qui a rendu public ce mardi les résultats de la 5e édition de son étude, Les jeunes Français et la lecture, réalisée par Ipsos et BVA. Cette lecture révèle que les jeunes Français consacrent 18 minutes par jour à la lecture loisir. Je voudrais savoir ce qu'ils lisent. Soit 1 minute de moins qu'en 2024 et 8 minutes de moins qu'en 2016. Cette étude porte sur un échantillon de 1500 jeunes de 7 à 19 ans, représentatifs de la population française et interrogés en ligne. Elle a pour objectif de mesurer les perceptions et les pratiques actuelles des jeunes Français en matière de lecture. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces jeunes gens qui... On me l'a reproché, j'ai une position maximaliste sur les réseaux sociaux, pour une raison simple, c'est que maintenant, c'est étayé par cette étude et d'autres, c'est un processus de destruction de la civilisation.
les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut protéger les jeunes, mais au maximum par une interdiction. Alors, je ne méconnais pas que c'est très difficile d'interdire, le contrôle, ça ne va pas être de la tarte, mais simplement, c'est ça ou la fin de la civilisation telle que nous l'entendons. Là, c'est des gens qui sont en train de décrocher de la lecture. Mais décrocher de la lecture, c'est pas seulement ne plus lire, c'est ne plus avoir accès à une forme supérieure du langage, c'est un appauvrissement du vocabulaire, c'est un rapport au monde qui est très appauvri, qui devient même un peu misérable. C'est un sujet majeur. Moi, je ne comprends pas qu'on ne s'y attaque pas plus sérieusement. C'est même une question de santé publique, disait la présidente du CNL. Olivier de Lagarde. Elle disait, la lecture fait fonctionner toutes les parties du cerveau. Or, quand vous êtes sur les écrans, le développement de dopamine est immédiat et en fait, votre cerveau meurt à petit feu. C'est un sujet de santé publique. Sauf qu'on regarde l'heure des pros. Voilà. C'est le seul moment où les gens ont le droit de regarder et quand ils regardent CNews. On peut quand même tous faire quelque chose. Alexandre Jardin. On peut faire quelque chose. Alexandre Jardin. Et les gens qui nous écoutent peuvent faire quelque chose. Il y a un programme qui fonctionne, qui a 20 000 bénévoles, qui s'appelle Lire et faire lire. On a appelé les retraités français, les plus de 50 ans, à participer à ce programme. Vous allez sur le site lireetfairelire.org. On fait lire 750 000 enfants chaque semaine. Si on passe de 20 000 à 40 000, on en fera lire le double. À un moment, si on refait une alliance entre les anciens et les petits, on va redevenir une grande nation de lecteurs. Mais où on gueule, et ça ne sert à rien, où on passe à l'action dans son quartier. Vous allez sur le site, ça s'appelle lireetfairelire.org, vous vous inscrivez votre père, votre mère, votre grand-mère, et on refait une nation. Qu'est-ce que vous faites pour les réseaux ? Oui, ce sont les réseaux, bien sûr. En fait, j'agis toujours là où je peux agir. D'accord. Mais quelle est votre position personnelle sur les réseaux ? Mais je n'ai pas de position quand je ne peux pas agir. Ah bah si. Non, je veux dire, non, c'est très important. Moi, je n'ai pas le pouvoir, mais j'ai une position sur les réseaux, oui. Oui, mais ce que je veux, c'est que cette semaine, on augmente le nombre de bénévoles. C'est très bien, ça. Mais parce qu'à un moment donné, ce pays, où on le répare, pour de vrai ou de manière incantatoire. Les ZFE, on les a fait voter. Depuis hier, les gens adhèrent sur la plateforme des gueux, mais massivement. Vous allez vous présenter ? Non. Je vais faire beaucoup mieux, vous allez voir. Beaucoup mieux À que le partir du président. 15 mai. Bon, mais vous refusez l'idée de vous présenter et de mener un courant à la présidentielle. Je ne vais pas me présenter, je vais les représenter. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous aurons une plateforme référendaire, la nation va trancher ses choix. Il faut que le citoyen puisse s'exprimer. Je suis démocrate. Et oui, bien évidemment, on l'est tous. Donc, dans un mois, je reviendrai, vous aurez sur vos téléphones une urne. Bon. Et je vous expliquerai comment ça marche. Alors, on est allé, je crois, ce matin, j'ai demandé à David Brunet, je le remercie, David Brunet, qui est le rédacteur en chef aujourd'hui de CNews, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux aller au lycée La Fontaine, qui est à 2 pas de chez nous. Le lycée La Fontaine, il est dans le 16e arrondissement, en tout cas, il n'est pas loin. Je crois que c'est au lycée La Fontaine où les équipes de CNews sont allées tourner. Je vais découvrir en même temps que vous ces jeunes gens qui ont été interrogés. A priori, on n'a pas le droit de montrer des jeunes gens en dessous de 18 ans, je crois. Il faut les flouter, etc. Donc, on va voir ce qui a été fait. Et la question, c'est combien de temps vous lisez et qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Écoutez les réponses. C'est vrai qu'avant, je lisais beaucoup, mais là, j'ai un peu arrêté. Je lisais des romans ou des livres un peu documentaires sur les meurtriers. Toute la soirée, parfois, mais 1 heure environ par jour. Et tu lis quoi en ce moment ? En ce moment, le gène égoïste, c'est sur la biologie en général. Je pense que je vais lire à peu près 3 fois par semaine, en essayant quand j'ai le temps, par rapport aux devoirs, au DST et tout. En ce moment, je lis le livre de Gisèle Pellicot qui vient de sortir. Donc c'est assez intéressant, parce que vraiment, elle raconte tout en détail et c'est ce que je cherchais à peu près à savoir sur ce qu'on avait entendu à la télé et vraiment ce qu'elle avait ressenti. On devrait faire des émissions avec des jeunes gens. Je vous assure, ça c'est un... Plutôt qu'avec des écrivains. Non, mais on devrait faire des émissions... Je pense que les 80% et des... 50%. Moi, je voudrais faire vraiment des émissions qu'avec des jeunes de 15-16 ans, les écouter, qu'est-ce que vous lisez, comment mais ça, c'est la preuve que vous vieillissez, à vrai dire, parce qu'il n'y a que les vieux qui pensent que la jeunesse a le secret du monde. Non, mais je ne dis pas qu'elle a le secret. Attendez, je dis pas qu'elle a le secret, je voudrais simplement... Pourquoi vous dites ça ? Je veux pas le secret. Je veux simplement savoir ce qui les intéresse. Faites l'heure des jeunes à la place de l'heure des pros. La moitié de ces jeunes pensent que tous les écrivains français sont morts, qu'il n'y a plus d'écrivains français. Dans le même sondage. Mais c'est dans l'étude. C'est fascinant du CNL. C'est fascinant. C'est une sacrée leçon pour la plupart des gens qui vont en plateau. Ils pensent que
que tous les écrivains. C'est vrai que les écrivains qu'ils étudient sont souvent morts en même temps. Mais vous allez dans les librairies, vous voyez bien qu'il y en a quelques-uns qui sont vivants. Oui, bien sûr, mais bon, je ne sais pas comment la question est posée, mais les grands écrivains dans le patrimoine littéraire français, les classiques, ils sont morts. C'est peut-être ça qu'ils veulent dire, non? Vous lisiez beaucoup, et sérieusement, quand vous aviez 12 ans, 13 ans, parce que parfois, les gens mentent aussi sur leur lecture. Ils expliquent qu'à 8 ans, ils avaient tout lu Alexandre Dumas. Bon, et puis moi je veux bien, mais il raconte un peu des cracks, parce que... Non, mais non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous interrogez des gens d'un certain âge, je vous jure que l'âge de lecture de ce qui apparaît aujourd'hui comme des livres compliqués était très bas. Les gens lisaient, alors d'abord évidemment Dumas très très tôt, en effet, ça pouvait être 10 ans, et même Proust, qui passe quand même pour quelque chose de très sophistiqué, était lu tôt. Là, non, mais ils bidonnent pas tous. Non. Ils bidonnent pas tous. Non, là, vous avez tort, je vous assure. On a le même âge... dans ma classe, en 4e ou 3e à l'époque. Je parle de gens plus âgés, à vrai dire. On lisait. Peut-être au niveau de la terminale, je veux bien. Mais des gens qui lisaient Proust, quand j'avais 15 ans, Non, je parle de gens plus âgés. Voilà. Et simplement... Il ne faut pas non plus mythifier. La France est le pays sans doute le plus littéraire au monde et on est en train de perdre ça. Moi, je trouve que c'est une tragédie. Il a raison. Moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, mais je me souviens que, par exemple, en 7e, CM2, on lisait Le Grand Maulne. Oui. Vous avez 11 ans et vous avez lu Le Grand Maulne. Oui, bien sûr. D'accord. 7e. C'est pas une littérature très difficile. Non, mais je ne vous conseille pas de le relire. Eugénie Grandet en 4e. Non, Eugénie Grandet, c'était ça, vous pouvez le relire. Il n'y a pas si longtemps. Le Grand Maulne, franchement, j'ai essayé de le relire. Au bout de 10 pages, c'est mortel, tellement tu t'ennuies. Mais en revanche, Eugénie Grandet, il y a 2 étés, j'ai trouvé ça formidable. Mais Le Grand Maulne, c'est illisible, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui. Non? Non, je crois pas. Je crois pas. Vous n'êtes pas romantique, c'est ça? Oui. Non, mais je pense qu'il y a aussi un problème de Eugénie. Eugénie. Pas Eugénie Grandet. Eugénie Grandet. Eugénie Grandet est avec nous. Et on va recevoir Madame Bovary dans une seconde. Ça, ce serait bien. Et Madame de Rênal viendra également en fin d'émission. Il y a une question aussi de clivage social. La bourgeoisie... Ça serait drôle. Madame Verdurin. La bourgeoisie qui détient le capital socioculturel, elle enseigne, à ses enfants. Ce que signifie ce classement PISA et cette étude-là, c'est clairement la feuille de l'école républicaine qui offrait justement la chance à tous les élèves issus de tout milieu de pouvoir accéder à la connaissance. Donc en réalité, c'est simplement symptomatique de l'ébranlement de l'école qui fut jadis une école autoritaire avec un enseignement français, de l'histoire de France, du roman national français. Et petit à petit, avec le pédagogisme, avec René Haby et toutes les réformes qui s'en sont suivies, on a détricoté l'école, on a amené de nouveaux programmes, on a considéré que l'école, l'enfant s'autodéterminait, s'auto-éduquait, s'auto-enseignait. Et puis ensuite, il y a eu d'autres offensives culturelles qui ont complètement effrité le système de l'école de la République française. Bravo. Tout reconstruire, point d'exclamation. Et vous avez un slogan, parce qu'on est là dans les slogans pour 2027. Donc, Tapirou nous a proposé « Sauvons la France », c'est un peu Jeanne d'Arc. Tout reconstruire, parce qu'on est parti en fait du slogan qu'on trouvait pas terrible de Monsieur Barnier, « Bâtir ensemble ». Mais c'est pas mal bâtir ensemble. Non, vous avez un slogan? Baillir ensemble. On aurait une pub pour Point P. Oh, vous êtes... Bâtir ensemble. Reconstruire ensemble. Restaurons ensemble. Mais le mot ensemble, j'en ai un petit peu marre, pour tout vous dire. Ce que je veux, vivre ensemble. Vous avez entendu le carillon? Ce que je veux, c'est une révolution démocratique. Je suis d'accord. C'est que le peuple ne soit pas viré le soir de l'élection présidentielle. Faut que vous présente Jean-François Copé. Ah, Jean-François Copé était formidable hier avec nous.